Bienvenue sur Equitélé, bienvenue avec un invité qu'on est très heureux d'avoir chez lui, parce que vous l'ignorez sans doute, mais cet invité est Canolé. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très médiatique, il nous le disait à l'instant, il ne cherche surtout pas les lumières médiatiques, mais c'est quelqu'un qui va être obligé de se livrer un peu ce matin, d'être un petit peu à contre-emploi. Cet invité, c'est Alexandre Torres, qui a été l'entraîneur du Stade Bordelais pendant près de 6 ans, et qui vient de porter le Stade Bordelais à un bon niveau, qui était celui de la National 2, et paradoxe, au moment où Alex, tu montes en National 2, et bien voilà, tu quittes le club et tu vas tout de suite nous dire, sans plus attendre, quelle est ta prochaine destination. C'est pas un scoop parce que ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, mais tu ne l'as annoncé ni sur une radio, ni sur une télévision, donc c'est sur Aquitélé que tu vas le dire désormais. Alors tu vas aller où? Alors déjà, bonjour et merci pour l'invitation. En effet, je suis Canolé, je suis ravi d'être ici parmi vous pour parler un petit peu de mon parcours. Ma prochaine destination, elle devrait être en Corse, puisqu'il y a une opportunité avec le club de Bastia Borgo, qui n'est pas encore finalisé, mais c'est en très très bonne voie. Tu sais qu'à Borgo, il y a une prison. Est-ce que tu le savais? Non, je ne savais pas. Il y a aussi un lycée agricole et il y a un club de foot, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi un magnifique club de foot avec lequel j'espère qu'on pourra avancer et lui permettre de progresser et de se structurer. Deux clubs à Bastia, évidemment on pense au Lion de Furiani, alors ça c'est le club voisin, le Sporting Club de Bastia, puisqu'il a désormais changé d'appellation, donc je l'ai connu sous une autre appellation dans les années 70, et le club de Bastia Borgo qui a fait plusieurs petites épopées en Coupe de France, me semble-t-il, sont parvenus au moins en 32e il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est un club qui est très récent, issu de la fusion entre le CA Bastia et le club de Borgo en 2017, qui a accédé rapidement au niveau national, qui est descendu cette année. Et voilà, l'objectif, ce sera de leur permettre de retrouver rapidement le niveau national et de s'y pérenniser. Un niveau national auquel vous pouvez vous maintenir si Bourg-Péronnas est rétrogradé, ce qui semble être le cas par la DNCG. Donc il est possible que tu te retrouves en national. Ce n'est pas totalement exclu pour le moment. Pour le moment, on ne fait pas de prospective. Sincèrement, on essaie de construire un club pour le National 2. Après, si on a le bonheur d'eux, on le prendra avec plaisir et on essaiera de lutter pour le maintien. Mais sincèrement, pour le moment, on se focalise uniquement sur le National 2 et on commence à discuter sur la création d'un groupe qui soit capable de jouer une montée. Alors je me suis longtemps posé la question, quel titre je pouvais donner à cet entretien, à cette interview. J'ai pensé à Alexandre Torres, un humaniste dans le foot, ça aurait pu convenir. Mais finalement, ça aurait beaucoup plu à mon directeur de thèse, il y a très longtemps. Oui, parce que c'est tout à fait l'impression que j'ai quand j'observe ton profil. Puis j'avais lu une interview sur les médias où finalement, tu disais que tu voulais dépasser tes limites. Donc, on va intituler cet entretien « Alex Torres veut dépasser ses limites » parce qu'effectivement, en choisissant ce nouveau challenge de Bastia Borgo, tu ne choisis pas forcément la facilité. Tu vas t'expatrier dans une région qui est fort différente de la tienne, à un millier de kilomètres d'ici, un climat différent, du climat atlantique au climat méditerranéen. Un contexte corse dont on sait qu'il n'est pas si facile quand on n'est pas corse, ce qui est ton cas. Tu auras cette difficulté et tu verras que c'en est une. Donc dépasser tes limites, c'est un choix qui a été le tien après 6 années passées au Stade Bordelais. Tu avais fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait faire dans ce club de National 3 avec qui tu as connu des destinées un petit peu contradictoires, on va dire les choses ainsi. Ses limites. Oui, alors je ne sais pas par quoi tu veux commencer avec le Stade Bordelais. D'abord par les limites, par le terme de limite. Ah, par les limites. Qu'est-ce qu'on entend par limite? Qu'est-ce que ça veut dire dépasser ses limites quand on est entraîneur de foot? C'est essayer de dépasser ce qui nous est offert au départ. Moi j'ai un parcours que je ne renie pas du tout et qui est une fierté de footballeur amateur. Donc on commence de plus bas. Pour avoir sa chance, c'est plus difficile parce qu'il faut prouver sans arrêt. Donc voilà, l'objectif c'est moi je suis quelqu'un d'ambitieux, mais dans le respect de mes valeurs. Et je trouve que là où il y a volonté de dépassement de soi et d'avancer, c'est très sain de vouloir avancer, de se fixer des challenges. Et ma prochaine destination, ça va être encore une fois un gros challenge, mais ça me motive particulièrement. Et j'ai envie de prouver que je suis capable de réussir dans un autre contexte que dans
le petit confort du sud-ouest que je m'étais donné depuis une quinzaine d'années. Parce que tu fais partie de cette lignée d'entraîneurs, je pense à Jean-Marc Furlan, mais même Guillon est un petit peu comme ça, qui estime que le mental c'est très important. On a eu affaire à des générations d'entraîneurs qui étaient des tacticiens, des techniciens. Toi, tu es à la fois tacticien et technicien, parce qu'on ne peut pas être autrement que cela quand on va être entraîneur de foot, mais tu es aussi quelqu'un qui insiste bien sur l'aspect mental. Un joueur de foot qui réussit, c'est sans doute un joueur de foot qui est bien dans ses baskets, ou bien dans ses crampons, on va le dire ainsi. Aujourd'hui, on ne peut plus être seulement entraîneur. Oui. À mon sens, on est vraiment on est là pour manager un groupe. Et donc, qui dit manager un groupe, comme dans n'importe quelle activité, il y a les aspects humains qui sont essentiels. On est là pour faire des relations humaines. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier. C'est-à-dire que le foot, à la limite, c'est un peu un prétexte. Même si je suis passionné par le jeu, passionné par les aspects tactiques, il n'y a pas de souci. Mais c'est le fait de réaliser quelque chose ensemble. Et mon travail à moi, c'est de fédérer, mais c'est aussi de considérer. Et à partir de là, voilà, mettre en place des outils pour travailler, des outils très simples, hein, mais des outils pour avancer dans ce sens-là, dans un objectif de progression commune. Mon boulot, c'est faire progresser le joueur dans un premier temps, et après faire progresser l'équipe. Mais la dimension de mon travail, elle est là, et c'est moi ce qui me plaît, et c'est ça qui me donne envie de me lever tous les matins. On ne l'a pas précisé, je ne crois pas, nous sommes au Cailloc. On l'a peut-être dit, mais on le redit. Le Cailloc, c'est un endroit symbolique. Est-ce que c'est le genre d'endroit où tu aurais amené ton groupe du Stade Vendée? Tu sais que Gernot Rohr faisait cela. Avant la finale de 1996, il avait amené tout son groupe dans son hôtel au Cap Ferré. On l'a dit puisqu'on l'a vu en interview il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est le genre d'endroit où tu aurais aimé amener ton groupe? Peut-être l'as-tu fait pour qu'il se ressource avant un match décisif. Alors c'est un magnifique endroit qui, à titre personnel, a une importance forte. Oui. J'ai amené mon groupe il y a très longtemps, une de mes premières années, il y a une grosse dizaine d'années. Mais on avait perdu en suivant, du coup on n'a pas renouvelé. C'était l'Èche Cap Ferré. C'était avec l'Èche Cap Ferré. Ouais. Du coup, en suivant, on a perdu. Du coup, on n'a pas renouvelé l'opération. Mais en effet, oui, c'est un endroit symbolique de la ville. C'est un endroit qui est symbolique pour moi aussi. Et puis voilà. J'imagine que comme tout canolé, tu t'es essayé au surf. Alors aujourd'hui, le temps n'est pas génial. Hein. Franchement, la semaine dernière, c'était 38 degrés. Aujourd'hui, c'est 15 degrés. Il fait très froid. On avait prévu de faire cette interview à l'extérieur. On n'a pas pu le faire. Tu t'es essayé un petit peu. Il y avait ici un surfeur dans les années 80 qui s'appelait Camembert. Il s'appelait Thierry Fernandez. T'as dû le connaître. Clacos. Il avait une boutique de surf. Je ne sais pas s'il est toujours là. Je ne sais rien. Oui, il est toujours là. Toujours une célébrité locale. Il est toujours là, une centaine de mètres du kayak. Oui, ben, comme tous les gens ici, je me suis essayé au surf avec beaucoup moins de réussite que dans le foot. Ma petite sœur surfe beaucoup et a organisé sa vie un petit peu autour de ça aussi. Donc elle est plus ici maintenant, elle est aux Antilles, mais elle a organisé sa vie autour du surf. Donc mes enfants surfent aussi. Il y a toujours le Lacano Pro. Il y a toujours le Lacano Pro, bon an, mal an, qui se développe. Je leur souhaite de regravir les échelons vers l'élite mondiale du surf. Mais oui, l'océan, au-delà de Lacano, l'océan, c'est une donnée qui est importante pour moi. Ça me permet de... Est-ce que tu viens te promener là sur la plage, te ressourcer, y compris l'hiver, quand il fait bien dégueulasse, tu sais, avec une belle tempête? Est-ce que je t'imagine bien avec le carouet, le bonnet sur la tête? Oui, ça arrive. Non, je me trompe ou pas? Non, tu ne te trompes pas, ça arrive. C'est vraiment, que ce soit en famille, avec ma femme, mes enfants, ou tout seul, ou avec mon chien, ou avec des amis, l'océan, c'est important. L'océan, ça permet de se ressourcer, ça permet de penser à autre chose, ça permet de... Il n'y a pas grand-chose de mieux. Tu vas être servi en Corse parce que les endroits magiques, du côté de Bastia, il y en a pas mal. Tu vas monter sur le Cap Corse, tu verras, il y a des choses extraordinaires à faire, évidemment hors saison, parce que tu vas arriver, si tu vas là-bas, tu devrais prendre tes fonctions en juillet, je suppose. Alors là, tu vas arriver en pleine saison et c'est un peu compliqué la Corse, tu vas le voir au mois de juillet. Écoute, je vais le découvrir, je sais que c'est une magnifique région. Ouais. Ça compte aussi dans mon choix professionnel. Mais ouais, je vais découvrir ça. Je suis vraiment très content de découvrir une nouvelle région qui, tout le monde me dit qu'elle est très belle. Je suis ravi de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. Ça va être encore une fois hyper enrichissant. Et il va falloir moi que je m'adapte dans mon travail pour respecter cette culture-là et cette identité, pour pouvoir faire avancer le mieux le projet.
Alors, on va pas faire une interview comme tu imaginais peut-être qu'on allait la faire, c'est-à-dire qu'on peut pas poser les questions de tout ce que tu as gagné. Tu as tout gagné dans le foot amateur, en 3 Coupe d'Aquitaine. J'ai eu la chance d'animer en 2015, tu t'en souviens, c'était à la Brenne, la finale que tu avais gagnée, c'était après un match épique contre Libourne, où vous aviez gagné, me semble-t-il, avec un but de Mignon à la 91e minute. C'est bien cela, vous aviez gagné 4-3. À l'époque, c'était Michel Pavon qui gérait l'équipe de Libourne. Et je me souviens, le premier contact, la première fois que je t'ai vu, c'est à cette occasion. Et souviens-toi, dans cette équipe, il y avait un gars qui s'appelait Pierre Lesmelou. Voilà, t'as connu, il n'y avait pas que lui. Il y avait Mathieu Chadmet, si mes souvenirs sont bons, qui terminait sa carrière. Il y avait encore il y avait Martin Cantero, il y avait plein de joueurs de ce type-là. Tu as tout connu avec l'Èche Ferré. Oui, on a, avec les dirigeants de l'époque et quelques autres personnages, on a réussi à emmener le club du milieu du niveau régional vers l'élite du foot amateur. Et on a réussi à fédérer un projet autour des valeurs du territoire. C'était vraiment c'est vraiment un super souvenir. J'ai encore de très très bonnes relations avec la majorité des personnes qui composent ce club ou qui y sont passées. Beaucoup de joueurs, comme on en a parlé. Et on a vraiment fait avancer le projet. Je suis ravi c'est une vraie fierté. Alors, c'était pourtant pas il s'appelle le club phare du bassin, vous avez le concurrent de l'autre côté, avec Jean-Pierre Papin, l'FC Basse. C'était plus familial, l'Èche Ferré. Tu connaissais les deux clubs? Je sais pas du tout, en tout cas. Tu le connaissais moins? Cette histoire de club phare du bassin, c'est quelque chose qu'on a mis en avant et sur lequel on a communiqué en interne. Le phare du Cap Ferré, bien sûr. Voilà, le club phare du bassin. Mais c'était aussi se donner cette direction et cette ambition de devenir le club phare du bassin et d'arriver à fédérer petit à petit l'ensemble des clubs locaux, puisqu'on avait aussi dans l'ambition de fédérer le club d'Andernos et puis progressivement de gagner vers Arcachon pour créer un gros club qui aurait pu encore gravir plus d'échelons. Ça s'est pas fait, mais je pense que c'est encore la direction qu'il faut être amené à prendre sur le nord-bassin ou le sud-bassin. En 2015, tu choisis cette destination donc, du Stade Bordelais. Pas si évidente parce que tu passais d'un club familial, un club qui convenait bien finalement à ta personnalité, à un club situé dans l'agglomération bordelaise, un contexte différent. En plus, un club qui venait de particulièrement briller, puisque faut-il se le rappeler, tu arrives au club en 2015, mais en 2013, le Stade Bordelais a connu une épopée assez extraordinaire en Coupe de France. Ils sont éliminés en 16e de finale contre le Racing Club de Lens, et ton prédécesseur, que je connaissais bien, que tu connais aussi sans doute, Laurent Doriac. Une vraie personnalité du foot. Il y avait une espèce de passation de pouvoir entre vous deux. Entre Laurent et moi, il y a eu Fred Parisot, qui était l'adjoint de Laurent et qui a pris la suite pendant 2 ou 3 ans, ou 4 ans peut-être. Et donc il y a eu une passation douce vers... Tu connaissais Doriac? Oui, je le connais, on entretient des bonnes relations. Oui, pour le coup. Très différent. Mais oui, on entretient des très bonnes relations avec Laurent. Et tu as raison, en 2013, ils font un super truc en Coupe de France. Oui. Après, sur la saison, quand moi je prends le projet, ils viennent de descendre de National 2 en National 3. Et c'est un projet de reconstruction totale que me propose Patrick Le Guen, qui était un ancien joueur et qui devenait directeur sportif. Exactement, que j'avais connu sur le brevet d'entraîneur de foot sur lequel j'étais formateur et lui était stagiaire. Donc on avait lié une relation d'amitié sur ce diplôme-là. Il me propose le projet. C'est un projet casse-gueule, c'est un challenge de reconstruction où on donne pas cher de notre peau et on vit une année intense et on parvient à remonter de suite en National 2 avec Patrick et l'ensemble du groupe. Donc c'était vraiment, encore une fois, ça a bien lancé notre aventure au Stade Bordelais. On peut déplorer finalement, bien sûr on a beaucoup parlé de la crise des Girondins et du fait que les Girondins finalement ne puisaient pas dans les réserves qui sont... pourquoi aller chercher bien loin ce qu'on a à côté? Il y a les réserves avec des clubs amateurs de qualité comme le Stade Bordelais, comme Mérida-Parla, comme l'Èche Ferré. Et il n'y a pas de véritable toile d'araignée qui est tissée entre le club des Girondins de Bordeaux et tous ces clubs. On va chercher en région parisienne des joueurs que nous avons finalement ici dans la région. Est-ce que si les Girondins se maintiennent en Ligue 2, ils n'ont pas intérêt finalement à changer complètement d'orientation et à resserrer leur recrutement d'abord et avant tout sur la région, sur la Gironde et le sud-ouest. Est-ce que c'est envisageable ça? Alors je ne suis pas du genre à tirer sur l'ambulance. Et tu crois pas?
Non, non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que les Girondins, pendant longtemps, ont été dans une démarche, je pense qu'ils sont dans une difficulté qui date d'une dizaine d'années. Exact. Et on voit qu'ils ont du mal à changer les process, en fait. Maintenant, le fait de s'appuyer sur le territoire, je pense... Merci. Le fait de s'appuyer sur le territoire, merci beaucoup. Le fait de s'appuyer sur le territoire, ils en sont complètement conscients. Ouais. Et ils savent que avoir une territorialité est importante dans l'image d'un club et pour avancer. Je suis persuadé qu'ils vont aller dans... Ils l'ont pas fait là, cette saison. Je suis persuadé qu'ils vont aller dans cette dynamique. Il y a des Tom Lacou, par exemple, qui sont issus du club Ouais. et qui sont issus de la région et qui étaient d'ailleurs au Stade Bordelais, qui sont le fruit de cette démarche-là malgré tout. Maintenant, dans quelle mesure il faut le faire? Moi, je ne suis pas aux commandes des Girondins. Je n'ai pas le background pour voir dans quelle mesure les Girondins les joueurs girondins sont de premier, deuxième ou troisième niveau par rapport aux joueurs d'autres régions. Mais en tout cas, je sais qu'il y a cette volonté-là, pour en discuter avec plein d'éducateurs du club, de s'appuyer sur un maillage territorial. Maintenant, voilà, la vitesse à laquelle ça va être mis en place, je ne peux pas te répondre. Cette semaine, Zinedine Zidane a accordé une interview fleuve dans l'équipe, tu le sais sans doute, peut-être l'as-tu lu, de 18 pages. C'est rare que Zizou s'exprime de cette façon. Fêter ses 50 ans. Est-ce que c'est un gars que tu admires? Est-ce que c'est un gars qui est, allez, on va dire un modèle pour toi? Alors vous n'avez pas du tout le même parcours, puisque lui il a eu un parcours de joueur extraordinaire avant de devenir entraîneur. Toi tu es un peu le contraire. Est-ce qu'il faut avoir absolument eu un parcours de haut niveau pour devenir un entraîneur de qualité? Giroud, bien sûr, était l'antithèse de tout ça, mais finalement, on s'aperçoit que la plupart des entraîneurs ont joué quand même à un bon niveau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut te reprocher à toi et que tu apportes, qu'on te reproche? Que finalement, tu n'es pas connu ce haut niveau si tu veux parvenir, évidemment, au top niveau, c'est-à-dire par exemple en Ligue 1, ce que je te souhaite à terme, évidemment. Moi, je te retourne une question. Est-ce qu'il faut avoir été cheval pour faire un bon jockey? Non, absolument pas. Voilà. Moi, la réponse, je l'ai, mais là, je me fais l'avocat du diable. Je pense comme toi, bien évidemment. Mais je nourris aucun sentiment de culpabilité, aucun sentiment d'infériorité par rapport à ça, vraiment pas. Est-ce que lors des premiers contacts, tu as ressenti cela ou jamais? Jamais est-ce que... À partir du moment où je peux être reçu en entretien ou quand je suis amené à discuter avec des personnalités qui arrivent du haut niveau, j'ai jamais ressenti un sentiment d'infériorité, encore une fois. Maintenant, le foot, c'est un métier de réseau, c'est un métier de cercle. Bien sûr. La difficulté, c'est intégrer le cercle. C'est pas le... Pour l'instant, c'est pas ce qu'on tu a estimes que au tu ne l'as pas encore intégré? Non. Tu es dans les arcanes, tu es dans l'antichambre de ce réseau, tu viens du foot amateur, mais franchement, il y a une différence considérable entre le foot amateur et le foot professionnel. Ce que tu as connu au Stade Bordelais, même ce que tu vas connaître à Bordeaux, c'est notre univers. Et si tu devais franchir les étapes, c'est encore autre chose. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Non, après, je pense que le métier est le même. On a des soucis avec les joueurs quand ça ne va pas, avec les dirigeants, avec les médias, tout l'environnement. Après c'est la médiatisation qui fait que c'est exacerbé. Notre métier en tant que tel, il ne change pas vraiment. Et la relation qu'on doit avoir avec l'ensemble de cet environnement-là, il ne change pas vraiment non plus. Après, encore une fois, c'est quand on n'a pas été joueur professionnel, le chemin il est plus long. Et pour avoir sa première chance sur un niveau pro, le chemin il est plus long. Mais le chemin il peut exister encore. La situation elle est un petit peu différente. En plus c'est quelque chose qui est très français. La situation au Portugal, la situation en Allemagne, avec la promotion de jeunes entraîneurs qui ont des parcours différents et qui amènent une richesse. Il est fait depuis quelques années et on voit que ces entraîneurs-là réussissent à haut niveau. Maintenant en France, ça prend un peu plus de temps. C'est lié aussi au fonctionnement de la culture française qui fait qu'on s'appuie sur des choses qu'on connaît et qui rassurent. Voilà, maintenant, le parcours sera plus long, mais il y aura un parcours, il y aura un chemin, il y aura une avancée et je ne doute pas de ma capacité à convaincre des dirigeants de clubs de haut niveau sur ma capacité à diriger leur équipe vers la réussite. Tu sais qu'il y a un point commun entre tous les entraîneurs. Tu ne seras respectable et respecté que si tu as des résultats. Ouais. Et c'est ce qu'on va regarder en premier lieu. Malheureusement,
j'ai envie de dire, ou heureusement, mais finalement c'est à l'image de la vie. Quand on embauche quelqu'un, exactement, c'est un on métier de regarde ce résultat. qu'il est capable de faire. Quand tu embauches un manager dans Exactement. quelques secteurs d'activité que ce soit, tu attends des résultats. L'entraîneur de foot, il a besoin de résultats. La difficulté de l'entraîneur de foot, c'est qu'on lui laisse parfois un petit peu moins de temps. Et que c'est la seule activité d'ailleurs où on laisse aussi peu de temps si les résultats ne sont pas immédiats. En fonction du contexte du club, en fonction de la composition de ton effectif ou de l'environnement global, un entraîneur peut avoir besoin d'un peu plus de temps. Après, ce qui doit être mis en avant, c'est la confiance qui peut se donner et qui peut se créer entre une direction et un entraîneur. Et c'est ça qui va donner plus de temps à l'entraîneur pour aller vers des résultats. Maintenant, il faut que la direction sente aussi que justement, on est sur le chemin et qu'on met les éléments en avant pour aller sur le chemin. Mais non, il n'y a pas de... Les techniques ont changé. J'ai entendu parler, évidemment que tu connais ce produit, de Philippe Ollier qui avait sorti cette espèce de process qui s'appelle coach adjoint qui permet de tout connaître sur les statistiques de ses joueurs. Un joueur qui dit par exemple ah ben, j'ai pas ma place, c'est pas normal. Ben, écoute, regarde, t'es milieu de terrain, tu joues en numéro 6, certes, ton métier c'est de défendre avant tout, mais tu as mis 6 tirs au but. Grâce à coach adjoint, tu peux savoir combien de fois le gars a tiré au but. Est-ce que tu t'es servi de coach adjoint, de Philippe Ollier? Sois honnête. Oui, je suis honnête. Philippe, je le connais très bien, on s'entend très bien. Oui, je me suis servi de coach adjoint, je m'en sers encore de temps en temps. Ouais. C'est un produit qui fait partie de tous les produits qui nourrissent l'univers des entraîneurs et plus globalement de tout ce qui parle de data aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de data. Il y a des clubs qui recrutent avec ça, il y a des coachs qui coachent. Avant c'était les vidéos, tu me diras. Il y a toujours les vidéos. Les vidéos. Il y a toujours les vidéos, la data s'appuie aussi sur les vidéos s'appuient sur la data. C'est un grand univers dans lequel il y a beaucoup de solutions qui sont offertes, ça amène beaucoup d'informations sur les joueurs. Après, à un moment, je pense que ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ça doit prendre une place... L'humain quand même reste prépondérant. Ouais, doit dans prendre le une métier place d'entraîneur. prioritaire. Maintenant, moi, je me sers aussi de la data. J'ai mes data qui soient sur des critères de performance individuelle, des critères de performance collective. Après, il faut jamais, ça permet d'orienter, ça permet de fédérer et de considérer aussi. Maintenant, il ne faut jamais oublier que la statistique, c'est une science du passé. Et de ce qui s'est passé avant, de ce qui va arriver après, c'est à nous de faire le chemin et à nous de transformer cet état de fait-là. Donc il ne faut jamais perdre de vue ça. Il faut servir du passé pour préparer l'avenir. quand même. Exactement, mais il ne faut pas tirer de conclusions sur... il faut faire attention avec les conclusions que peuvent donner les statistiques. Il faut trouver le juste milieu entre le statisticien, le mentaliste et le tacticien. C'est pas simple d'être entraîneur. J'imagine que tu ne dois pas toujours bien dormir et franchement, quand tout va bien, évidemment, là, pas de problème. Et quand ça va mal et que tu ne trouves pas la parade, et ça a dû t'arriver au Stade Bordelais, puisque notamment quand vous avez été relégué pour des raisons administratives à cause du Covid, tu te dis mais c'est pas possible, c'est injuste, il restait 10 matchs je crois. Vous auriez pu vous sauver. Comment on fait pour évacuer tout ça? Alors bien sûr il y a la Cano, tu avais choisi le lieu justement pour cela. Après il y aura les montagnes corses, le cas échéant, il y aura le Cap Corse pour aller se promener. Et comment on fait, quelque part, pour relancer la machine quand tout semble... Ce qui m'a étonné chez les entraîneurs, c'est la capacité à inverser une situation qui est défavorable. Comment on fait? Écoute, moi je crois que de manière générale, on a ce qu'on mérite. Je crois aussi. Et que si on a un échec, l'échec il est la conséquence de choses qui ont été mal faites avant. Tout à fait. Et donc on doit être constamment dans l'anticipation. Ouais. Tu parlais des multiples rôles que peut avoir l'entraîneur. Maintenant, par expérience et par volonté, je pense que l'objectif, c'est s'entourer de compétences. C'est-à-dire que nous, on est un manager qui est là pour gérer et pour avoir la prise de décision. Et puis, il faut faire les choix. On est là pour faire les choix. Mais pour faire les bons choix, il faut être entouré de compétences. Tu vas avec ton équipe à Bordeaux? Comment tu vas faire? On est en train de voir avec, pour que je puisse être accompagné par au moins une personne. Et ils ont déjà sur place un staff assez fourni avec lequel je me suis entretenu, avec lequel on va travailler dans le sens que je veux. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est avoir de la compétence autour de soi. Plus on a de compétences autour de soi,
plus on peut déléguer, plus on peut travailler avec ce staff-là pour avancer. Et c'est la même chose avec les joueurs. C'est-à-dire que la qualité de l'effectif qui est constitué au début, sa complémentarité, sa capacité à aller chercher un objectif, c'est aussi quelque chose qui est essentiel dans la performance. Pour moi, la clé, c'est d'arriver à anticiper et d'être bien entouré. Alors on va conclure cette interview, puisqu'on décide dans notre format de jamais dépasser les 25 minutes, peut-être par quelques regards sur le football international et globalement sur la situation internationale. Donc, comme je disais au début de l'entretien, tu es un humaniste du foot, tu es un gars qui a une formation intellectuelle qui n'est pas si fréquente dans le milieu du foot. Rappelle-nous là cette formation. Tu as fait quoi comme étude alors que... J'ai un parcours STAPS Oui. Que j'ai poussé jusqu'au DEA. J'ai fait une thèse que je n'ai pas menée à bout au final. Et à côté de ça, j'ai mené un master en communication sur Marseille. Et tu as eu des maîtres à penser comme Pierrot Stupar qui gagnait la Coupe Gambardella en 1976 avec les Girondins. On va le saluer parce que je sais qu'il n'était pas en grande forme ces derniers temps. Je l'ai vu. J'espère qu'il va bien. Je le croisais lorsqu'il venait régulièrement à Arlac. Je pense à André Menot, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Quels sont tes autres maîtres à penser? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y en a eu plein. Oui, bien sûr. Moi, j'essaie de me nourrir de toutes les rencontres que je peux faire. Maintenant, tu cites Pierrot Stupar et André Menot. C'est vraiment les deux premiers qui ont cru en moi, que ce soit au niveau universitaire et théorique et au niveau pratique et foot, qui m'ont fait prendre conscience des qualités que je pourrais avoir pour embrasser cette carrière-là. Et c'est des personnages que j'aime citer, en tout cas quand on me parle de mes je veux dire, j'ai pas le mot mentor, mais des personnes qui ont compté dans la concrétisation de mon projet. Est-ce que le football n'a pas un petit peu subi le contre-coup quelque part de cette situation de violence incontestablement, parce qu'on a vu tous les problèmes avec les supporters, les problèmes innombrables, notamment à Saint-Etienne lors de la relégation. Est-ce que c'est quelque chose que tu crains à Bastia, par exemple, le débordement de supporters? On sait que les supporters corses sont chauds, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, en tout cas, ils ont la réputation de l'avoir toujours été dans le club du Sporting en particulier. C'est quelque chose que tu crains, ça, ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Si on parle de Bastia, j'ai très envie qu'il soit chaud, parce que comme ça va nous amener le 12e homme qui va nous aider à gagner des rencontres. Et j'espère qu'ils vont être très présents et derrière leur équipe. Non, c'est pas quelque chose que je crains. Maintenant, c'est quelque chose qui est un petit peu plus exacerbé ces derniers temps, qui est un petit peu le reflet de ce qui se passe dans les tribunes, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre société. Donc je pense pas qu'il y ait un syndrome football. Le truc, c'est que le foot, c'est le sport le plus aimé, le sport le plus regardé, et qu'on subit ça de plein fouet. Maintenant, encore une fois, il y a des stratégies d'anticipation à mener par les clubs pour faire en sorte que leurs supporters se sentent bien dans les espaces qui leur sont réservés et d'arriver à lier une relation avec eux pour qu'on voit que la direction et les supporters aillent dans le sens de faire gagner leur équipe. Allez, on prend les paris. D'ici 3 ans, Alexandre Torres, entraîneur des Girondins de Bordeaux. Écoute, les Girondins de Bordeaux, ça fait partie c'est le club de mon enfance. Encore une fois, moi je fais partie de ceux qui ont dormi devant le stade pour avoir des places pour Bordeaux-Milan. Oui. Donc, moi pour Bordeaux-Juventus, parce que je suis un petit peu plus vieux. Voilà. Voilà. Donc, forcément, c'est un club que je rêve d'entraîner un jour et que je rêve d'accompagner vers le meilleur niveau possible. Après, on verra, il y a des très bons entraîneurs actuels, comme je pense, parce que tu en as parlé tout à l'heure, comme Jean-Marc Furlan, qui je pense à un moment aurait largement mérité d'entraîner l'équipe parce qu'il représentait la région, il représentait la réussite des niveaux amateurs jusqu'au niveau professionnel. Donc, et il n'a jamais pu, lui, entraîner pour l'instant les Girondins de Bordeaux. Donc il y a plein de... On verra ce que la vie me réserve. En tout cas, pour l'instant et pour le moment, je suis ravi d'intégrer un projet dans lequel la relation avec le président est naturelle, où on est en confiance, en relation directe avec la direction, encore une fois, pour mettre en place les idées et ma méthode de travail. Et pour moi, c'est le principal et c'est le fait de bâtir ce projet-là dans ce sens-là, c'est pour moi le plus important. Merci Alexandre Torres. Merci à toi. Au kayak, à la cano, sur Aquitélé, le foot à l'honneur, le foot amateur et semi-professionnel. Merci de ta confiance et on va te souhaiter bon vent sur l'île de Beauté. Tu verras, c'est un endroit formidable avec des supporters chauds.
Je suis certain que tu vas très très bien t'intégrer dans ce paysage local. Je n'en doute pas, tes qualités humaines te prédisposent totalement à être en accord avec ce club de Bastia Borgo. A très bientôt sur Equitélé, jeunes gens. Nous allons changer complètement de registre la semaine prochaine. Nous allons aller dans une ferme à Sadirac et on va vous convier à un petit voyage à la ferme. Et je pense qu'on va récupérer quelques degrés de plus parce qu'aujourd'hui, franchement, ça cagne à la cano. La semaine prochaine, on devrait avoir 27 à 28 degrés. A très bientôt pour les rencontres de Christophe. Salut!